Un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Antasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi. Et oui les amis, mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en fond de toi. Eh bien coucou mes très chers enchanteurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Et oui, vive Samhain, vive Halloween. Alors, comment s'est passé votre Samhain Halloween? J'espère que vous avez passé de très très bons moments. Eh bien, à vivre la magie de cet instant-là, qui était juste que du bonheur. Et là, quand Samhain Halloween passe, eh bien la suite, c'est Yule. Et moi j'ai hâte, je sais pas vous, hein. En tout cas, en ce dimanche matin, premier dimanche du mois de novembre, on sent déjà le froid arriver et venir, hein. On le sent bien. Et donc ça va être forcément que du bonheur par la suite, n'est-ce pas? Vive le froid. Donc aujourd'hui, en ce premier dimanche du mois, c'est un jour de concours, grand jeu concours sur Antasia. Donc je commence de suite pour vous avertir qu'il faut donc envoyer un mail donc à contact@radioantasia.fr et dans ce mail, vous mettez bien votre pseudo, hein, pour pas que je donne votre véritable prénom à l'antenne, si jamais je vous appelle. Et surtout les enchanteurs, mettez bien votre numéro de téléphone portable, puisqu'en fin d'émission, il y a un tirage au sort qui aura lieu. Et donc vous passerez à l'antenne et si je vous appelle et que je vous demande mais qui ai-je au bout du fil et que vous répondez je suis un enchanteur, eh bien vous gagnez l'immense cadeau. Et je vais vous parler un petit peu du cadeau que Mystic Moon, donc Aliénor de Mystic Moon, créatrice de Mystic Moon, propose pour les enchanteurs ce matin. Pour le gagnant, eh bien c'est un pack de 4 conférences qui a à gagner, donc un pack autour de la purification, de la protection, des égrégores et de la magie des plantes. Alors je peux vous dire que c'est un énorme cadeau, c'est un cadeau qui vaut plus de 100 € hein, sur le site de Mystic Moon, donc j'imagine que vous allez être super content de recevoir ce joli cadeau. Donc pour participer, c'est tout simple, hein. Comme je viens de vous dire un instant, envoyez-nous un mail, contact@radioantasia.fr et tout le monde peut jouer. Attention, tout le monde, que ce soit des enchanteurs ou que ce soit des animateurs de la chouette équipe, tout le monde peut jouer, ok? Parce qu'il faut aussi laisser la place à tout le monde, on est d'accord. Alors, autre élément et pas des moindres. Si vous recevez notre newsletter, hein, la newsletter des enchanteurs, vous êtes au courant qu'il y a aussi un autre cadeau à gagner de la part de la team des disciples antasiens. Souvenez-vous, Lunaya, et quelques semaines de ça, nous avait parlé à l'antenne du fait qu'il cherchait justement un nom pour une jolie plante issue du royaume. Et en fait, en cadeau, vous alliez gagner une magnifique boîte créée et surtout enjolivée par notre très chère amie Lunaya, qui en fait plein de gros bisous au passage. Et résultat, j'ai eu le retour de la team et donc ils vont nous diffuser un petit audio ce matin pour donner le nom du gagnant ou de la gagnante. Alors, tout de suite, je vais vous dire, c'est une gagnante. Voilà. Moi, vous êtes au courant, c'est une fifi qui a gagné. Et je voulais vous remercier d'avoir participé à ce joli jeu concours des disciples antasiens. Et donc, la gagnante le sera en fin d'émission, parce que si je le dis de suite, c'est pas du jeu, hein, on est d'accord, donc c'est pas du jeu, donc on le dira à la fin de l'émission, en même temps bien évidemment que le grand gagnant ou la grande gagnante du jeu concours d'Antasia. Donc ça c'est vraiment que du bonheur. Aujourd'hui on va offrir des cadeaux, hein, et pas un seul mais plein de cadeaux, et c'est ça qui est merveilleux. Donc si jamais vous découvrez la radio, vous découvrez cette émission, sachez que chaque premier dimanche du mois c'est l'ouverture au jeu concours, donc nos partenaires ou même parfois moi, on offre des cadeaux aux enchanteurs. Mais pour cela, il faut jouer. Et pour jouer, il faut envoyer un petit mail. Et j'ai même l'impression que j'ai déjà reçu des petits mails. Ouh là 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 là. Mais que ça va vite, hein. Mais oui, vous avez envie. Oh, mais c'est trop merveilleux. Alors, au passage, j'en profite aussi pour remercier Draco pour le joli tips qu'il nous a envoyé cette semaine. Et là, je viens de voir qu'Isilion vient d'envoyer aussi un tips. Donc, merci beaucoup, mon petit Isilion. Tu es un amour.
Donc je voulais vraiment aussi vous remercier parce que franchement, vous êtes de plus en plus nombreux à donner des dons sur notre compte Tipeee. Donc si vous voulez continuer à nous donner des dons, grâce à ces dons-là, j'ai pu payer là ce mois-ci, j'ai reçu plus d'une centaine d'euros au mois de septembre grâce à vos dons. Et donc j'ai pu payer une partie grâce à vos dons de la SPRE. Vous savez, c'est un montant qu'on doit payer tous les ans qui fait plus de 300 euros tous les ans pour pouvoir diffuser de la musique, qu'on ait l'autorisation de diffuser de la musique en plus de la SACEM à payer. Donc c'est vrai que ça a un coût assez important et grâce à vos dons du mois de septembre, j'ai pu payer une partie grâce à vos dons de la SPRE. Donc un grand merci à vous au passage. Alors, mes très chers enchanteurs, avant que je vous annonce un petit peu tout ce qui va se passer ce matin, on va quand même faire des coucous aux enchanteurs qui sont sur le chat. Et venez nous rejoindre sur le chat, venez papoter. Et oui, parce qu'il y a du monde. Il y a Mimi qui est là. Coucou ma petite Mimi. How are you? Fine, yes. Il y a aussi Cadarne qui est là. Coucou mon petit Cadarne, ça fait plaisir de te voir. Il y a aussi Sylvain qui est là. Coucou mon petit Sylvain. Comment ça va donc? Ça va bien? Oui. Oh, il y a Isilion. On pense bien fort à toi, mon très cher Isilion. Tu nous as manqué la semaine dernière, sache-le, vraiment. Il y a aussi Clandulacra qui est là. Il y a petite Pupus. Je te fais plein de gros bisous. Oh, il y a Robert, mon très cher ami Robert. J'espère que ça va, mon petit Robert. Et vous savez que Robert était avec Millenia les seuls sur le chat hier soir. Et pourtant, on avait une magnifique émission. Quoique je vous dis des bêtises. Il y avait aussi Roxane. Excusez-moi, en fait, je tousse. Et je ne vais pas tousser dans le micro. Oui, donc je disais, hier soir, on a fait une magnifique émission autour de la communication animale avec Vinciane Pellet, qui est donc médium autour de la communication animale. Et Robert, Millenia, Roxane étaient parmi nous sur le chat. Donc ça a été vraiment que du bonheur de vous avoir. Et puis en plus, vous avez posé tous des questions assez pertinentes. Et comme Robert, moi aussi je rêve d'être un chat. Ou alors de savoir ce que les chats puissent nous dire quand ils parlent avec nous. Alors merci Robert d'avoir été présent hier soir sur le chat. Un gros bisou aussi à Abyss qui est parmi nous ce matin. Coucou ma très chère Abyss, j'espère que ça va bien également. Et il y a aussi Altea qui est avec nous. Et tout à l'heure il y avait Amulus aussi. Donc on lui fait plein de gros bisous à lui et à toute sa famille. Alors mes très chers enchanteurs, que va-t-il se passer ce matin? Alors, mis à part, bien évidemment, le grand jeu concours, vous le savez, contact@radioantasia.fr pour gagner ce gros pack de 4 conférences. On va un petit peu détailler tout à l'heure tout ce qu'on va retrouver à l'intérieur. Mais avant cela, il y a des chroniques ce matin. Et oui, il y a des chroniques. Et ça, ce qui est merveilleux. Comme chaque premier dimanche du mois, on a la chronique de Mimi, Retour vers le passé. Mais par contre, cette chronique est très spéciale. Elle est très spéciale, les amis. Oui. Parce que Mimi, elle a eu beaucoup de mal à faire cette chronique. Généralement, tout se passe bien avec Mimi quand elle enregistre. Mais là, je sais pas, il y a eu un océan, il y a eu des vagues qui sont arrivées derrière son micro. Je n'ai rien compris. Je me suis dit, c'est peut-être aussi l'originalité de cet audio qui fera que elle parle quand même d'un personnage très spécial, très haut en couleur. Certains praticiens apprécient ce personnage, d'autres pas. C'est un monsieur très complexe, très particulier. Il a été connu, mais puissance 1 million, il l'est encore dans différentes traditions witch, notamment. Et on va donc découvrir de qui va nous parler ce matin notre très chère Mimi dans le retour vers le passé. Donc ne soyez pas surpris si vous entendez des vagues arriver. Ça ne dure que 2-3 minutes au début de l'audio, je vous rassure. Après, on entend très bien notre très chère amie Mimi Mireille. Et oui. Mais je me suis dit, on va laisser l'audio en l'état parce qu'il faut quand même garder un souvenir. Mimi vous en parlera peut-être en off ou pas, je sais pas. Mais il y a une particularité avec ce personnage et je comprends tellement notre très chère Mimi. Et oui. Et donc, après, bien évidemment, notre très chère chronique de Mimi Mireille, on reviendra à l'antenne pour développer un petit peu tout ce que l'on va découvrir dans le pack, les 4 packs. Tu vois, forcément. Robert, sors du chat. Sors du chat. Peut-être, je sais pas. Garner ou Crowley, va savoir. Tu vas découvrir ça tout à l'heure quand Mimi commencera à vous décortiquer le personnage. Mais effectivement, ça a été compliqué pour Mimi, pour cet enregistrement. Je sais pas, c'est très bizarre, des fois. Vous savez, la technique, c'est très bizarre. En plus, elle a recommencé plein de fois, la pauvre. Et là, c'est vraiment le meilleur qu'elle ait pu faire. Mais c'est normal, en fait. Le personnage a dû un Mercure en rétrograde, peut-être.
Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ce qui est de merveilleux, c'est que vous puissiez aussi vous rendre compte que faire ce qu'on fait, ça prend pas 5 minutes. Et il y a vraiment un boulot énorme derrière. Donc, un grand bravo à Mimi au passage. Parce que c'est pas évident. Hein. Surtout de s'intéresser à des personnages aussi hauts en couleur, de voir un petit peu toutes les subtilités qui entourent certaines personnes qui sont dans le milieu ESO ou occulte. On découvre des trucs des fois un petit peu fous. On se demande si on doit les mettre ou pas à l'antenne parce que c'est particulier. Donc, chapeau melon et bottes de cuir pour notre très chère Mimi. Donc oui, je sais même plus où j'en étais. Oui, donc bien évidemment, après coup, à 11h, en fait, je suis en train de lire vos messages, donc ça me perturbe. Il faut que j'arrête de lire vos messages. Donc oui, à 11h, on retrouvera notre merveilleuse, bien évidemment, Alexandra Gallo pour la magie d'Avalon. Et donc ce matin, elle va nous parler de la rencontrer sa part d'ombre. Comment faire un cheminement de prêtresse d'Avalon et rencontrer sa part d'ombre. Donc elle va nous faire toute une définition autour de la part d'ombre, nous préciser ce que signifie le travail de l'ombre, parce que c'est un travail particulier. Pourquoi ce travail est nécessaire à ce stade du cheminement de la magie d'Avalon? Est-ce que ça peut vous apporter effectivement de faire ce travail et ce cheminement? Pourquoi refusons-nous cette part d'ombre qui sommeille en nous et qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire ce travail? Ensuite, il y aura toute une réflexion autour des conseils de méditation de la part d'ombre au niveau de la pleine lune. Hein, et ensuite, elle nous donnera des petites actualités du moment autour de son travail. Hein. Vous savez qu'elle propose des ateliers, des choses comme ça à plusieurs personnes, même des initiations autour d'Avalon, donc elle parlera un petit peu de son actualité. Et bien évidemment, on va aussi, bien sûr, faire la chronique, vous savez, la guidance féerique de la semaine. Disons que je bégaye ce matin, je bégaye. Bref, je suis excitée comme une puce, j'ai hâte que l'émission commence. Donc il est 10h15, c'est parti mes très chers enchanteurs, j'ai bien papoté. Donc première chanson de la matinée, c'est une pépite d'Eric Cooper. Et oui, on va partir avec Joe Dassin pour un petit pain au chocolat dans une boulangerie. Je ne vous en dis pas plus, ça va être là aussi que du bonheur. Donc à tout à l'heure, mes très chers enchanteurs, pour la suite de l'émission. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche matin pour parler d'un personnage historique ésotérique et comme nous sommes au mois de novembre, je devrais vous parler du signe du Scorpion. Mais je n'ai pas trouvé de personnage du signe du Scorpion comme c'était le cas en septembre, alors je vais vous parler d'un deuxième personnage du signe de la Balance. Monsieur Balance est né le 12 octobre 1875. Alors les personnes nées sous le signe de la Balance, comme je vous le disais le mois dernier, sont élégantes, déterminées, sociables. L'équilibre a une grande place dans leur vie, mais parfois ils peuvent se montrer indécis. Ils sont des êtres sociaux et charmeurs. Avant de continuer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnages de reportages, internet selon les cas. Et ce matin, je vais vous faire une deuxième mise en garde avant d'entrer dans le vif du sujet. Je vais essayer d'être le plus impartial possible car c'est un personnage que je n'apprécie pas. Pour moi, il est trop hors norme, trop sulfureux. Néanmoins, je pense qu'il est important de le connaître et de se faire sa propre opinion. Cela dit, je ne dirai pas tout car je ne veux pas choquer les chastes oreilles qui pourraient nous écouter. Peut-être que cette dernière précision vous mettra sur la voie pour savoir de qui je parle. Alors, le papa de Monsieur Balance a 40 ans. Il est déjà retraité lorsqu'il rencontre son épouse. De cette union, ils auront un garçon, Edward Alexander, né le 12 octobre 1875, comme je vous le disais en préambule. La famille d'Edward Alexander appartient à un mouvement des Darbistes, fondé en 1830 par John Nelson Darby. Aujourd'hui, on parle d'une secte protestante, mais cela ne les empêche pas de vivre dans une aisance certaine, voire de bourgeois.
Les parents d'Edward voyagent, et notamment en France et en Suisse. Sa famille se dit appartenir à une aristocratie et argumente une branche lointaine d'une famille bretonne de Kerouaille, établie en Grande-Bretagne sous l'époque des Tudors. En 1887, son papa décède d'un cancer de la langue car il refuse de se faire opérer par conviction religieuse. Sa maman s'installe à Londres près de son frère qui a un rôle important chez les darbistes. Ce tonton prend en charge l'éducation du jeune Edward. Son éducation est très dure, froide. Elle le brise physiquement et moralement. Il en parlera plus tard dans son autobiographie, alors The World Tragedy. Il dira qu'il a eu une enfance en enfer. Cela ne l'empêche pas d'être surdoué et d'une intelligence précoce. Mais à côté de cela, il est très malade. Sa famille décide de le retirer du collège à ses 16 ans. Il est confié à un précepteur. Il en sera transformé. Il fait de nouveaux voyages, et notamment dans les Alpes, seul ou avec sa famille. Il se passionne pour l'alpinisme en solitaire alors qu'il n'a que 20 ans. Il fait une rencontre qui bouleverse sa vie par l'intermédiaire d'Heinrich Smith, la société secrète. Et ce monsieur Smith l'initie à une structure paramaçonnique, mais les rituels et les cérémonies le déçoivent et n'y assistera plus. Très vite, il se trouve une nouvelle passion, la politique. On reconnaît bien là le côté indécis de la balance dans sa quête de l'harmonie. En 1896, il découvre sa première expérience mystique alors qu'il ne s'y attendait pas. Il écrit dans ses confessions « J'ai l'impression que les liens de son âme se dénouent, mais aussi que l'Esprit Saint omnipotent, omniscient, omniprésent fleurit dans son âme, comme si l'entière force de l'univers y est concentrée et s'y manifeste sous la forme d'une rose. Quelques mois plus tard, il tombe malade et il médite sur sa situation et son avenir. Le 18 novembre 1898, il reçut néophyte de la Golden Dawn, alors D-A-W-N, et il sera élevé au grade de zélator en décembre. En janvier 1899, il devient Theoricus, en février Praticus et Philosophus en mai. On constate son évolution rapide, mais aussi on voit bien le côté déterminé de la balance. Par contre, les membres du Temple de Londres refusent de l'introduire dans le second ordre parce qu'il a une réputation de bisexuel. Avec toutes ces indications, je pense que vous avez deviné de qui je parle, et oui, ce n'est autre qu'Aleister Crowley. Aleister continue ses recherches spirituelles, il étudie le yoga et il atteindra le dhyana, D-H-Y-A-N-A, un état d'éveil le plus élevé dans la pratique du yoga tantrique. L'alpinisme, sa première passion, ne le quitte pas. Dans l'Himalaya, il fait l'ascension du Chogori, le K2, le deuxième plus grand sommet au monde, 8611 mètres. Il est accompagné de 5 alpinistes, mais à 6700 mètres, ils doivent faire demi-tour, mais cela est déjà un record pour l'époque. Il retourne à Paris pendant l'hiver 1902 et il se détourne de la magie pendant 2 ans, car il est tombé amoureux de Rose Kelly et il l'épouse le 12 août 1903. Leur voyage de noces dure 7 mois. Ils vont tous les deux à Naples, à Seyhan, au Caire. Quand ils sont au Caire, Rose découvre des signes de médiumnité et de clairvoyance. Elle demande à Aleister d'invoquer quelqu'un qu'elle voit sur une selle du Boulak Museum comme Horus sous la forme de rat cuit.
Sur le catalogue du musée, cette stèle porte le numéro 666, celui de la bête dans l'Apocalypse de Jean. À la suite de cela, une entité dicte un livre, le Liber Legis, ou Legis, L-E-G-I-S, qui annonce l'avènement d'un nouvel éon. Dans ses confessions, Alistair raconte qu'il n'est pas séduit par cette révélation et il dit « Je protestais contre ce livre avec toute mon âme ». Ils auront une fille, Lola Zaza. Ce mariage prit fin en 1909. En 1907, il crée son propre ordre, l'Astrum Argentinum, et il dit que c'est la continuité de la Golden Day. Il aura au maximum 100 membres. Ce mouvement devient célèbre en octobre-novembre 1910 et donne des représentations publiques avec des rituels crowléens, les rites Eleusis à Londres. Cette représentation attire la presse à scandale, qui commence une campagne de diffamation contre Crowley jusqu'à sa mort. Cette même année, il rencontre Victor Benjamin Neubourg. Il devient son partenaire magique, notamment jusqu'en automne 1914, l'année de leur rupture. En 1921, à 46 ans, il annonce qu'il a atteint le grade Ipsissimus, le stade le plus élevé de l'évolution spirituelle. En 1945, il est déjà très affaibli. Il s'installe dans la pension de famille à Hastings. Il a de nombreuses visites et notamment ses successeurs, Grandi Louis-Marc Murtry et Kenneth Grant. Il décède le 1er décembre 1947 d'une faiblesse cardiaque. Le 5 décembre, il est incinéré dans le crématorium de Beerton. Il porte un costume vert pomme. Je n'ai pas trouvé sa sépulture, mais peut-être que Vera a des infos sur le sujet et nous fera une belle chronique. Alors, je ne vous parlerai pas plus de la magie de Crowley, car, comme je vous le disais en préambule, je trouve ce personnage trop sulfureux. Par contre, je vous laisse faire vos propres recherches si le sujet vous intéresse. Cela dit, sa pratique a influencé et influence encore aujourd'hui beaucoup de monde et des milliers de personnes revendiquent leur appartenance. Il donne naissance à d'autres ordres depuis le début des années 1970 sur presque tous les continents. Ces autres ordres, on peut les classer en 3 courants néo-religieux très différents. Alors le premier courant n'est autre que la Wicca. La Wicca est née dans les pays anglo-saxons où ses pratiquants se comptent par centaines de milliers. L'origine de ce mouvement est attribuée à Gerald Garner. Il a connu personnellement Crowley, qui en son temps lui avait accordé une charte qui permettait de fonder une loge dans cet ordre. En 1943, il demande à Alistair de lui rédiger des rituels de sorcellerie contre de l'argent. De là, il rédige The Book of Shadow, qu'il attribue à une sorcière du XVIe siècle, mais on se rend compte qu'il a pris des paragraphes entiers du Liber Legis et de rituels de Golden Dawn, qu'il a traduit en anglais élisabétain et aussi du maître Thérion. Ce livre devient la référence et la fondation de la Wicca. Le deuxième courant, Amorc, A-M-O-C-R, c'est un acronyme, est là la plus importante des structures néo-cruciennes qui actuellement existent toujours encore. Beaucoup d'autres mouvements, pour se donner une responsabilité ou une légitimité dans leurs travaux, se revendiquent aussi d'appartenir à Alistair Crowley. Et là, nous avons par exemple Ron Hubbard, qui est le fondateur de la scientologie. Alors, ce mouvement est très contesté, notamment en France. Il est sur la liste des sectes du Miviludes, M-I-V-I-L-U-D-E-S, c'est un site de l'État.
Et par contre, en Amérique, où le mouvement est né, l'Église de Scientologie est reconnue comme une religion. Plus proche de nous, de nombreux artistes font référence à Aleister Crowley. Les premiers que j'ai retrouvés sont les Beatles, et notamment sur la couverture de leur 33 tours, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Alors vous voyez, mon anglais n'a pas beaucoup évolué, qui date de 1967. Donc sur la couverture, on y voit beaucoup de personnages. Bon, en plein centre, nous avons les Beatles. Mais en haut, à gauche, au deuxième rang, le deuxième personnage en haut à gauche, n'est autre qu'Aleister Crowley. David Bowie, qui chantait Je suis proche de la Golden Day, plongé dans le monde imaginaire de Crowley, dans Quicksand, publié en 1971. D'autres artistes tels que Sting, Iron Maiden, Mick Jagger, Led Zeppelin, pour ne citer que les plus connus, qui se revendiquent de près ou de loin une appartenance à Aleister Crowley également. Et sur l'une des affiches de Led Zeppelin, nous pouvons voir une représentation d'Aleister Crowley. Alors je vais vous laisser avec ce personnage hors du commun qui est un gnostique et un occultiste, qui est aussi bien indécis que déterminé, mais aussi sociable et charmeur, comme toute bonne balance qui se respecte. Les informations que je vous ai données, je les ai retrouvées dans le livre Crowley, Qui suis-je de Christian Bouchette aux éditions Prades, et notamment vous pouvez également y trouver le thème astral d'Aleister Crowley. Je vous laisse, je vous souhaite une agréable journée, prenez bien soin de vous et je vous dis au mois prochain avec un autre personnage historique ésotérique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Et oui, c'est toujours ça la vie. Donc c'était Mika que vous venez d'entendre. Je me suis dit, ça pouvait être sympathique d'avoir ce genre de musique juste après la merveilleuse chronique de notre très chère amie Mimi Mireille. Et un grand merci à toi Mimi pour cette jolie chronique. Alors jolie, oui, particulière, parce qu'il faut parler de tout le monde, de tous les praticiens occultes qui peuvent exister dans ce monde. Et forcément, tout le monde a sa place, que ce soit ombre ou lumière. Et comme nous sommes totalement dans le thème ombre et lumière en ce moment, forcément Aleister Crowley fait partie de ces personnages énigmatiques qu'il faut effectivement découvrir, même si parfois l'ombre est un petit peu trop présente à notre goût. Il faut de tout pour faire un monde. Et au passage, Robert sur le chat a partagé aussi une information très intéressante. Si vous vous intéressez donc à ce personnage plus en détail, Arcana des mystères du monde, vous connaissez Ludovic Richer, le créateur donc d'Arcana des mystères du monde, vous tapez ça sur YouTube, il a fait toute une vidéo autour d'Aleister Crowley, donc allez voir. Il me semble aussi qu'il l'a fait pour Gardner de mémoire. En tout cas, il a fait pas mal de personnages assez hauts en couleur autour donc de l'occultisme. Donc allez découvrir ce qu'il propose, parce que je peux vous dire que Ludovic, il fait le job aussi. Au passage. Venez aussi sur le chat, vous verrez, Mimi a partagé plein d'images, et notamment cette fameuse pochette des Beatles où effectivement on voit notre très cher ami Aleister Crowley en photo en fait, tout en haut effectivement à gauche. Donc c'est assez dingue de se dire que même à l'époque des Beatles, ils étaient aussi happés par l'univers de ce personnage. Alors mes très chers enchanteurs, avant qu'on continue la suite de l'émission, dans quelques minutes, Alexandra sera parmi nous pour sa merveilleuse chronique autour de la magie d'Avalon. Avant cela, je voulais aussi vous avertir que sur notre chaîne YouTube Antasia TV, nous sommes pas loin des 400 abonnés, donc un grand merci à vous de vous abonner. N'hésitez pas à aller sur Antasia TV, il y a des tas de vidéos qui sortent, on en est déjà à plus de 200 vidéos en une saison, vous vous rendez compte? Pour moi, c'est un record, c'est un record de podcast replay pour une seule chaîne YouTube en à peine un an. J'en ai jamais fait autant et c'est sur Antasia. Et c'est ça c'est que du bonheur, c'est merveilleux. Et donc, tout récemment, j'ai encodé, donc hier, tout plein de replays, notamment, il y a les disciples antasiens qui sont là avec la magie de l'absinthe. Allez voir.
si vous ne vous souvenez pas de ce qu'ont dit les disciples plantasiens sur la magie de l'absinthe. Il y a également l'Observatoire en Scorpion qui est disponible avec l'exploration de l'ombre, mais aussi tout ce qu'il y a à savoir sur la magie d'automne et le maïs. Souvenez-vous, je vous avais expliqué dans un Nantasia matin que si on vous fait des émissions à des moments clés du temps, donc de l'évolution du temps, c'est parce qu'il y avait des corrélations avec l'ambiance du moment. Et on ne se rend pas compte, mais le maïs est vraiment quelque chose d'hyper important au niveau symbolique en cette on va dire saison entre Mabon et l'hiver. Donc allez découvrir ou redécouvrir cet extrait d'émission qui est l'Observatoire en Scorpion, qui a été diffusé en live au mois de septembre, donc qui est disponible. Et bien évidemment, vous avez aussi un Reflet et Secret disponible avec les énergies d'octobre et de novembre, où justement Lina et Valérie nous donnent tout plein d'informations très intéressantes, et notamment Valérie offre le plan associé au rituel qu'elle propose dans ce podcast. Je vais y arriver. Il y a aussi, alors j'ai mis la première partie de la toute première émission de Robert, et oui, de Voyage au cœur du tarot, parce que vous savez que maintenant pour cette nouvelle saison, on ouvre les portes autour du Voyage au cœur du tarot en compagnie de Robert et de sa manière de percevoir les lames de tarot, de la manière d'un initié, comment on voyage à travers les lames. Et là, Robert, dans ce podcast, nous révèle, en tout cas vous avez un extrait, nous révèle bien évidemment les origines du tarot de Marseille. Et donc il y a vraiment, vous verrez dans la description de ce podcast, je vous ai expliqué tous les sujets que Robert traite dans cette émission, notamment dans ce replay. Donc allez y faire un tour également. Vous verrez, c'est hyper intéressant. On apprend beaucoup de choses sur l'origine du tarot de Marseille. On n'imagine pas, on ne soupçonne pas tout ce qui peut être dit autour de ce jeu de cartes. C'est juste extraordinaire. Donc un grand merci à toi, Robert, au passage. Et on a aussi forcément Work in Progress. Et oui, progresser, le travail du progrès pour pouvoir arriver à avoir une vie heureuse et épanouie dans le bon sens. Marie Roux est psychologue du bonheur, et donc elle propose chaque 4e dimanche du mois une chronique autour de tous ces sujets-là. Et donc vous avez aussi sa chronique qui est disponible donc autour de la psychogénéalogie. Là aussi, si ça vous intéresse, allez voir, allez découvrir ce que nous raconte Marie Roux là-dessus, parce que c'est vraiment juste extraordinaire. On n'imagine pas que tout ce qui est relié au transgénérationnel peut avoir un lien avec tout ce que l'on peut vivre actuellement dans notre vie ou même dans notre passé. Ça revient en fin de compte inconsciemment comme des lettres indélébiles dans notre cœur, et ça peut aussi avoir des consonances avec le côté transgénérationnel, notre lignée, nos ancêtres également, de par nos prénoms notamment. Donc allez faire un tour sur notre merveilleuse chaîne YouTube, vous verrez toutes les chroniques qui sont, la magie de Brocéliande, la chronique d'Isilionne sur le cyprès de Provence et Titi Quanti. Donc maintenant nous allons passer, bien sûr, je remercie aux enchanteurs qui m'envoient plein de mails, donc continuez à envoyer des mails pour le tirage au sort en fin d'émission, aux alentours de 11h45, 11h50, et pour pouvoir gagner justement ce magnifique pack, vous vous rendez compte de 4 conférences, purification, protection, égrégore et magie des plantes. Et là, on va un petit peu décortiquer. Et qu'est-ce qu'on va voir donc dedans comme cadeau? On va peut-être parler un petit peu de protection, puisque forcément, notre très chère Mystic Moon, donc Aliénor de Mystic Moon, nous explique un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, et c'est juste que du bonheur. Donc, elle vous propose une conférence sur la protection. Mais qu'est-ce que la protection? Dans cette conférence, elle vous explique les éléments essentiels pour comprendre la protection, et elle vous présente des outils et des méthodes pour mettre en place une protection correcte et cadrée dans votre quotidien. Comme elle nous explique dans son site, vous avez envie d'apprendre, d'explorer autour de la magie, la sorcellerie, la spiritualité et du paganisme, vous pouvez également lui poser des tas de questions autour de ces sujets, et Aliénor fait très bien le job. Et l'intérêt de ces conférences sont idéales pour découvrir un sujet ou des sujets, en apprendre un petit peu plus sur un point de vue dit théorique et méthodologique. Donc elles nous permettent également aux participants de poser toutes leurs questions lorsque vous participez aux conférences en live. Et donc là, ce seront des retranscriptions de ces conférences que vous aurez en cadeau pour ce pack 4 conférences. C'est juste merveilleux, vous trouvez pas? Moi je pense, vraiment. Ensuite, il y a le côté magie des plantes, et donc comprendre bien évidemment les principes du fonctionnement de la magie des plantes, avec des pistes d'exploration et d'application dans vos pratiques. Donc tout ça sera abordé dans ce pack-là, puisque vous allez avoir les 4, attention, protection, magie des plantes, purification et égrégore.
Dans la purification, eh bien, elle vous explique forcément les principes de base de la purification, mais aussi le fonctionnement global pour mettre en place une pratique avec cohérence. Et pour finir, les égrégores, comprendre son fonctionnement et savoir comment l'impliquer dans sa pratique. Donc vous allez vraiment avoir là une base solide de méthodologie et en même temps de théologie, théologique, n'importe quoi, théorique, qui vous permettra d'avoir des clés nécessaires pour pouvoir pratiquer sereinement, en tout cas si vous débutez dans cet univers-là. Je rappelle le site de Mystic Moon, donc mysticmoon.com. Mystique, M-Y-S-T-I-C-S, parce que mystique au pluriel, et Moon, M-O-O-N-S, parce que Moon au pluriel.com, tout attaché, mysticmoon.com. Donc un grand merci à Aliénor au passage pour ce joli cadeau qui est d'une valeur de 105 €. Je peux vous dire, donc si les gens qui suivent Mystic Moon et qui achètent les packs de 4 conférences payent 105 € pour avoir droit à ces 4 vidéoconférences. Donc c'est juste que du bonheur d'avoir un cadeau pareil sur Radio Antasia. Donc continuez à envoyer bien évidemment tous vos messages pour essayer de tenter de gagner tout cela. Oh, mais il y a Lunaya qui vient d'arriver. Coucou ma petite Lunaya. Au passage, Lunaya, je voulais te remercier encore une fois, vraiment, de nous avoir fait découvrir Vinciane. Elle était hier soir à l'antenne pour nous parler donc de tout ce qui entoure la médiumnité et la communication animale. Et on était avec Steph, on a été vraiment ravis de la recevoir. Elle est très touchante, vraiment. J'ai reçu plein de retours hyper positifs concernant l'émission d'hier soir. Et franchement, on va aussi l'inviter de nouveau pour parler autour des sujets du symbolisme notamment et des animaux, parce qu'on ne parle pas assez d'animaux, je trouve, sur cette radio. Et donc, a priori, Lunaya nous dit coucou à tous, je ne suis pas à l'écoute, désolée, j'expose au marché des sorcières à Anton. D'accord, tu es en exposition, waouh, mais c'est merveilleux. Et je ne savais pas. Wow, peut-être que tu me l'as dit, mais je m'en souviens plus. Mais ça, c'est un petit peu moi, c'est normal. Je suis tête en l'air. Et donc, elle nous explique, je rencontre plein de personnes magiques, c'est merveilleux. Il y a énormément de monde, plus de 1000 personnes hier. Waouh, on se régale. Je pense à vous. Je viens vous faire un coucou et plein de bisous. On t'embrasse bien fort, ma très chère Lunaya. Et connaissant Lunaya, je pense qu'elle va faire des interviews magiques comme elle a la coutume de le faire maintenant pour Antasia TV. Vous savez, donc toutes les interviews de Antasia, de Lunaya sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc si vous voulez aller faire un tour et découvrir les jolies personnes qu'elle rencontre lors de toutes ces sessions, bien évidemment de marché, de festival, parce qu'elle bouge pas mal, Lunaya, je peux vous dire. Là, depuis que je te connais, Lunaya, ça fait au moins 3 fois que tu bouges. Oui, 3 fois en à peine 1 an. Donc tu aimes bouger, c'est que du bonheur et comme je te comprends. Et donc vous rencontrez plein de belles personnes quand vous bougez comme ça. Alors, il est 10h56, on va passer avec une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes, bien évidemment, avec notre merveilleuse Alexandra Gallo autour de la magie d'Avalon. À tout à l'heure, mes très chers enchanteurs. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, les amis, mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Vous êtes toujours sur le réveil des enchanteurs. On est là chaque dimanche matin entre 10h et midi. Et là, il est 11h. Et donc, il est temps de passer à la magie d'Avalon en compagnie de notre merveilleuse Alexandra Gallo. Coucou Alexandra. Coucou Alina, coucou les enchanteurs. C'est merveilleux. Tu vas bien ? Très bien, très bien. J'ai eu un petit stress là avec le Internet qui marchait plus, mais tout va bien. Ça arrive. Parfois, il y a des petits coups de stress, comme on dit, des petits coups de spleen. Mais regarde, c'est que du bonheur. Tu es parmi nous. Et c'est parce que c'était voulu. Et oui, parce que c'est la magie d'Avalon. Et la magie d'Avalon, c'est que du bonheur. Et donc, ce matin, c'est la 3e série, 3e épisode autour de cette jolie chronique. Voilà, cette connexion autour de l'initiation d'Avalon. Et donc, ce matin, tu vas nous parler de nos parts d'ombre, notamment. Donc, je te laisse faire le job. Et oui, aujourd'hui, voilà, je voulais continuer sur ce cheminement de prêtresse d'Avalon que j'ai pu faire moi-même et que, même si on ne fait pas forcément un cheminement sur Avalon, c'est quelque chose qu'on va forcément rencontrer dans sa pratique, le travail avec sa part d'ombre. Et du coup, voilà, je voulais prendre un petit temps aujourd'hui pour un petit peu redéfinir la part d'ombre, un petit peu, enlever certaines fausses croyances parfois qu'on peut avoir sur la part d'ombre et qu'est-ce que ça un petit peu implique
de faire ce travail. Donc, du coup, déjà, ma chère Alina, pour toi, la part d'ombre, tu dirais que c'est quoi? Oh là, plein de choses. Plein de choses, des émotions que l'on peut ressentir négatives suivant certaines situations. Ça peut aussi générer notre part d'ombre. La manière aussi dont on peut se percevoir, alors que c'est pas forcément celle que l'on pense que c'est. Donc là aussi, il faut savoir les voir, les définir et les comprendre. Pourquoi on pense ceci ou cela de soi, pourquoi les autres pensent ceci ou cela de nous aussi. Ça fait partie de nos parts d'ombre. Enfin, il y a plein de choses en fait. Alors justement, voilà, tu vois, dans ce que tu partages, ça fait un peu partie justement de moi, ce que j'appelle certaines, pas forcément fausses croyances, mais simplement en fait mauvaise association. Voilà. Ah, C'est-à-dire que effectivement, tu as raison, la part d'ombre est constituée voilà de pas mal d'émotions qui sont souvent des émotions refoulées d'ailleurs, suite à des blessures, suite à des traumatismes, suite à des problématiques en éducation ou sociétales où on nous dit bah voilà non mais faut pas être comme ci, faut pas être comme ça, etc. Mais en fait, notre part d'ombre, c'est pas du tout quelque chose qui n'est pas nous. Justement, c'est quelque chose qui est complètement nous. C'est simplement une partie de nous qu'on a vraiment mis de côté. Alors souvent, selon chaque caractère, certains vont l'enfermer, d'autres vont la faire taire. Mais en gros, si on donne un petit peu cette image-là, imaginez en fait que votre pardon, c'est cette part de vous dont vous vous êtes coupé parce que c'est elle qui a pris tous les différentes blessures, tous les différents traumas et les schémas d'éducation qui étaient restrictifs pour vous. Et du coup, vous l'avez enfermé, justement, mais sans lui dire pourquoi. Donc, en gros, c'est un petit peu notre pardon, c'est la part de nous qui a été enfermée sans procès et complètement injustement, sans qu'on lui dise pourquoi. Et bien évidemment, avec les années passant, de toute façon, imaginez vous êtes enfermé sans qu'on vous dise pourquoi. Clairement, vous n'allez pas être joyeuse quand quelqu'un vient vous voir en prison. Vous voyez. Donc, du coup, c'est un petit peu ça, en fait, notre pardon. La pardon, en fait, c'est cette accumulation de plein de choses qu'on n'aime pas de soi ou qu'on nous a dit qui n'étaient pas bonnes d'être ou de faire, etc. Et du coup, on s'est réprimé de faire tout ça, alors qu'en fait, la part d'ombre, on ne peut pas vivre sans elle, dans le sens que c'est elle qui possède absolument toutes ces différentes forces positives, c'est-à-dire forces positives, c'est surtout ces différentes forces, justement. C'est-à-dire c'est elle qui est notre résilience, qui est notre puissance, qui est notre capacité d'adaptation, qui est notre moteur en fait. La part de lumière, contrairement à ce qu'on pense et que tout le monde veut, oui, je veux vivre dans la lumière, je veux vivre dans la lumière, oui, et on peut vivre dans la lumière complètement en étant réconcilié avec sa part d'ombre, mais il ne peut y avoir en fait de correcte vie en fait dans la lumière, parce que la lumière n'est pas quelque chose qui est actif. La lumière est quelque chose qui est plus passif. Elle a besoin de la part d'ombre pour lui donner ce moteur, justement. Donc, en fait, en se coupant de sa part d'ombre, eh bien, on s'est coupé d'une bonne partie de soi et d'une bonne partie d'énergie qu'on a besoin de récupérer, justement, pour être plus souveraine dans sa vie. Mais j'avais une question. Donc, imaginons tout au long de ta vie, tu rencontres des gens, et puis ces gens-là te mettent des choses sombres en toi, en fait. Moi, je pense par exemple au trauma, les choses comme ça que les gens ont pu vivre étant enfants, notamment. C'est pas toi, c'est eux qui te mettent ça en toi. Est-ce que ça fait partie aussi de ton ombre, en fait ? Également, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de toi, parce qu'on te l'a mis alors que tu n'as pas souhaité l'avoir ? Alors, en fait, dans ce que tu partages, là, c'est, comme tu dis, c'est des gens qui t'ont fait vivre certaines choses et qui t'ont mis, voilà, du négatif en toi. Encore une fois, alors moi, personnellement, je suis très partisane de cette vision des choses, c'est-à-dire que le monde est un miroir. Donc, les gens, en fait, ne sont que des miroirs de certaines de nos facettes que l'on ne veut pas voir. Je te prends un exemple. Par exemple, voilà, tu es dans une entreprise, tu travailles, etc. Et tu es ultra en colère, ultra frustré par ton collègue qui, lui, prend des pauses à tire-larigot, la pause clope, la pause café. Et tu te retrouves, toi, à ne pas prendre de pause et à limite faire le travail qu'il devrait faire lui-même. Donc, ça t'énerve. Et donc, du coup, tu es en colère, etc. Donc, tu as une émotion de colère qui vient. Colère, émotion qu'on a associée très souvent, justement, à la part d'ombre.
Et du coup, tu dis, ouais, c'est de sa faute, il fait pas son travail, il n'est pas quelqu'un de responsable, etc., etc. Alors que si tu creuses un tout petit peu, cette personne-là, en fait, elle matérialise pour toi une part de toi, en fait, que tu ne vois pas. Là, en l'occurrence, elle matérialise le fait que toi, tu aimerais bien prendre des pauses, tout en étant une bonne personne et quelqu'un qui fait son travail correctement, mais tu t'autorises pas à le faire. Donc là, effectivement, c'est cette... même si c'est une émotion négative qu'on a en nous, c'est pas l'autre qui la met, l'autre vient simplement la révéler en fait. De la même manière, les gens qui vont dire ah là là, moi je déteste qu'on me mente, etc. Et ça monte une telle colère quand quelqu'un te ment. Mais en fait, si tu es un tant soit peu honnête avec toi-même, tu te rends compte que si ça te fait réagir autant, que l'autre te fasse réagir autant dans cette colère comme ça, eh bien, c'est parce que du coup, toi, à l'intérieur, il y a une petite partie de toi qui, malgré tout, ment parfois. Parce que les humains mentent, c'est pas forcément. Il n'y a aucun humain sur Terre qui ne ment jamais, même des tout petits micro-mensonges. Le simple fait de dire aux enfants que le Père Noël existe, ce genre de choses, voilà. Mais du coup, ça veut dire que là, tu détestes toi-même cette toute petite part de toi qui est capable de mentir et qui est reflétée à l'extérieur dans l'autre. Donc, en fait, c'est ça que je veux vous montrer, c'est que là, pardon, c'est pas quelqu'un qui nous la met. C'est simplement que les événements extérieurs vont venir révéler des choses qu'on a oubliées de soi ou qu'on a cachées de soi. Et en fait, la pardon, il faut la voir un petit peu comme les voyants rouges qui s'allument dans une voiture. C'est-à-dire que dès l'instant qu'il y a un problème, c'est elle qui réagit. Parce que c'est elle qui est là pour nous défendre, c'est elle qui est là pour nous donner de la force, c'est elle qui est là pour justement nous permettre de prendre notre place. Donc dès l'instant qu'il y a un truc à l'extérieur qui ne va pas, c'est elle qui va montrer qu'il y a une limite qui a été dépassée, quelque chose qui n'a pas été respecté, etc., etc. Oui, je vois. Ok. Donc voilà un petit peu, c'est pour pouvoir un petit peu démystifier voilà, ce côté de la pardon, et notamment aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on parle de pardon, ils se disent, mon Dieu, mais je vais affronter quelque chose d'absolument atroce, horrible, etc. Donc comme je disais un peu tout à l'heure, avec les différents traumas, les différentes blessures qu'on peut avoir, et on n'a pas forcément envie de replonger là-dedans et de s'y confronter. Mais que ce soit sur le chemin de spiritualité d'Avalon, ou que ce soit sur n'importe quel chemin de spiritualité, c'est un peu un passage obligé parce que tout chemin de spiritualité, au final, mène à quoi? Mène à être plus souveraine de sa vie, plus acteur, actrice de sa vie. Et donc, on ne peut pas être acteur et pleinement acteur s'il nous manque cette part-là, cette énergie-là qui nous rend complète, en fait. Donc, du coup, ce travail-là de se dire, mon Dieu, mais je vais affronter quelque chose d'horrible, pas toujours le cas, en fait. C'est-à-dire que moi, j'accompagne énormément de personnes dans ce travail-là. Et généralement, c'est ce qu'elles disent toutes. C'est, mon Dieu, mais j'aurais cru que ce serait pire que ce que j'ai affronté. Et en fait, pourquoi c'est pire que ce qu'on a affronté? Parce que comme n'importe quel cauchemar d'enfant, on grossit énormément les détails, on se dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça va être horrible, atroce, etc. Quand on se retrouve face à face avec, qu'est-ce qui se passe? Et bien d'un coup, en fait, on se rend compte, déjà que c'est quelque chose qui nous appartient, c'est nous-mêmes dans une situation en fait absolument atroce parfois, oui, mais c'est simplement nous-mêmes. Qu'on a oublié, une part qu'on a oubliée et qui n'a pas reçu ni de lumière, ni d'amour, ni quoi que ce soit. Et là, d'un coup, quand on se retrouve face à face, on ne peut que avoir de la compassion pour cette part-là, même si au départ, elle n'est pas tout de suite acceptée, mais en tout cas, on ne peut avoir que la compassion sur cette part-là parce qu'on voit la blessure, on ne voit pas la violence, on ne voit pas la méchanceté, on ne voit pas la cruauté, on voit en fait la blessure qui est derrière. Et on sait inconsciemment que c'est nous-mêmes qui nous sommes infligés ça à nous-mêmes. Certes, par des circonstances extérieures qui nous ont amenés à faire ça, bien évidemment, une éducation absolument restrictive, etc., fait que un enfant va se comporter comme ses parents veulent qu'il se comporte, et ça crée des blessures, bien évidemment. Donc, c'est pas lui qui a choisi, ou alors oui, on va prendre cet exemple-là de oui, c'est lui qui choisit dans le sens que c'est son choix d'incarnation, si on a cette croyance-là. Mais du coup, c'est effectivement lui qui a fait ça à lui-même d'une certaine manière, qui a décidé de dire, oui, je mets cette part de côté pour être plus accepté. Donc là, tout le cheminement, et pour se retrouver plus actrice, plus souveraine, etc. de sa vie, c'est de travailler avec cette part d'ombre, d'affronter cette part d'ombre et d'aller justement lui rajouter un petit peu plus de lumière. Alors, c'est très intéressant ce que tu expliques, mais ça veut dire,
Tu vois, le mot affronter, le fait de mettre des mots comme ça aussi forts, c'est un petit peu logique en fin de compte que les gens aient tendance à penser que ça va être dur. Alors qu'en fait, tu me dis il y a quelques minutes que les gens généralement se font des montagnes, mais en réalité, c'est pas si intense ou si difficile que ça, et ils en ressortent épanouis. Donc tu vois, dire des mots comme affronter, on a tendance à penser que si, ça va être dur. Tu vois ? Alors effectivement, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas garantir à 100% ça va être dur ou pas. Ouais, là, c'est un petit peu la problématique. Et donc, c'est vrai que pourquoi on utilise des mots comme confronter, affronter, etc., comme tu as raison totalement, hein, c'est vraiment un langage qui invite à la peur de devoir se retrouver face à ça. On pourrait simplement dire retrouver, tu vois, ça, pardon. Quelque chose de beaucoup plus doux, en fait. Et de fait, c'est quelque chose qui se passe, en fait. Moi, je parle souvent de se réconcilier avec ça, pardon. Donc, c'est simplement qu'on va aller à sa rencontre, on va aller la voir, on va aller identifier les différentes blessures, pourquoi on l'a mis là, qu'est-ce qui a fait que. Et au bout d'un moment, en fait, on arrive à récupérer cette énergie dont on s'est séparé pour pouvoir vivre plus en harmonie avec elle. Donc, effectivement, tu as raison. Les termes, parfois, sont mal choisis. Mais disons que ça engendre, disons que ça peut engendrer justement un stress supplémentaire à vouloir faire ce travail. C'est ça. Et ce qui fait que justement, alors, comme je disais, tout le monde moi, je sais que dans mon propre cheminement spirituel, au départ, je me suis un peu retrouvée confrontée à ça, comme beaucoup d'entre nous, en fait. Voilà, c'est pas du prévu, hein, ça nous arrive un petit peu dessus. Et bien évidemment, on panique, c'est sûr, hein, parce que on sait parfois à quel point on peut être capable de violence, de méchanceté, etc. Donc, et on n'a pas envie d'être comme ça parce que on a fait un choix dans cette vie-là d'être une certaine personne, d'être plus dans un cheminement de lumière. Donc, on n'a pas du tout envie de laisser sortir ce côté violent, cruel, etc. Parce que surtout, on voit absolument pas qu'est-ce que ça peut apporter de positif dans la vie. Hein. Et là, on est tous d'accord pour ça. Sauf que, encore une fois, là, ce qui s'exprime de notre pardon, et la seule chose qu'on connaît de notre pardon, c'est sa réaction, justement. Elle est en réaction par rapport à une situation. Donc, la situation dans laquelle on l'a mise. Et deux, elle va toujours réagir quand il y a dans votre environnement, dans tout ce qui va se passer dans votre vie, elle est là pour vous protéger au final. Donc, elle va forcément réagir, mais elle va réagir justement de manière complètement excessive. D'où ce côté parfois de pulsion violente, pulsion cruelle, pulsion de colère, etc., etc. Alors qu'en fait, quand on creuse encore une fois un petit peu derrière, la colère, au final, c'est une alerte qui est une limite qui a été dépassée. Du coup, c'est quoi la limite qui a été dépassée? C'est quoi le besoin là que j'ai pas rempli? Et là, d'un coup, en fait, la colère devient un cadeau parce qu'elle devient une alerte de protection. Et donc, on peut justement se dire, OK, ma part d'ombre est nécessaire à ma vie, je peux la réintégrer en moi sans avoir besoin de laisser s'exprimer cette violence et cette cruauté, mais simplement en écoutant son alerte. Et là, ça change tout. Et oui, parce que là, tu conscientises l'émotion que ça génère, et donc tu vois concrètement ce qui fait écho en fait à la situation. Exactement. Et donc là, ça devient vraiment notre allié au final. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur de son pouvoir parce que de fait, pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes dans un cheminement spirituel qui travaillent avec leur pardon? Comme je disais tout à l'heure, c'est un passage obligé. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre société a été construite d'une certaine manière qui fait qu'on nous apprend très jeune que le pouvoir, c'est quelque chose de mal. Et en plus, on a des exemples parfois dans nos gouvernements qui nous corroborent un petit peu cette croyance-là. Donc, on se dit, il vaut mieux pas avoir de pouvoir parce que quand on a du pouvoir, ça corrompt, ça... Voilà. Et donc, même les films, en fait, sont chargés de ce type de message-là. Le pouvoir, c'est quelque chose qui va nous corrompre. Et donc, en fait, quand on sait que notre part d'ombre, c'est justement ce pouvoir, cette souveraineté, mais qui peut être saine, encore une fois, du coup, on a refusé de travailler avec cette part d'ombre-là parce que très, très jeune, on nous a dit, il ne faut pas avoir du pouvoir, il ne faut pas être souverain, il faut... Voilà. Donc, tout ce genre de choses-là,
fait que cette étape du travail avec la pardon fait partie de ce cheminement de redevenir souverain, redevenir acteur, parce qu'on revendique un pouvoir dont on s'est coupé. Et là, du coup, ça prend vraiment toute son ampleur aussi dans nos sociétés maintenant, où on se rend compte que de plus en plus de personnes, c'est un petit peu la même métaphore qu'avec la matrice, en fait. On sort de la matrice, on devient autonome et on comprend les choses comme elles sont. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'en revendiquant ce pouvoir qu'on a mis de côté, d'un coup, en fait, on peut reprendre une posture beaucoup plus souveraine, beaucoup plus actrice, parce que on comprend en fait les choses, on est à l'écoute de soi, de ses besoins, etc. Et pas en reproduisant de dire, voilà, pour être une personne fonctionnelle dans la société, il faut agir comme ça, la colère, c'est mal, etc. Non, là, il n'y a aucune émotion qui est bien ou mal, en fait. Les émotions sont simplement des alertes. Et donc, du coup, partant de ce principe-là, on redevient justement beaucoup plus en compréhension de notre fonctionnement. Et travailler avec sa pardon, mais récupérer cette énergie de sa pardon, fait partie de ce travail de réautonomisation, si je peux dire. Alors, j'avais une question, et je pense que beaucoup de personnes se la posent, très certainement. Dans notre milieu, en fait, on est souvent des personnes qui avons été rejetées. On est souvent les moutons noirs de la famille. Et c'est vrai que cette part d'ombre que l'on vit en nous, en fait, du rejet de l'autre, parce qu'on existe, parce qu'on est là, comment on peut arriver à transcender ça, tu vois, en faisant ce travail de l'ombre? En cessant d'être la victime. D'accord. C'est-à-dire que le principe même du mouton noir, le principe même du vilain petit canard. Moi, c'était une histoire quand j'étais petite que j'adorais, que ma maman me raconte, celle du vilain petit canard. Donc, pour ceux et celles qui connaissent pas trop l'histoire, c'est au final, c'est pas du tout un canard, c'est un cygne, mais il grandit que avec des canards et donc il se sent tout le temps à côté de la plaque, pas accepté jusqu'au point d'être rejeté de sa famille canard parce que c'est pas un canard. Mais personne sait que c'est un cygne. Et lui, il rêve en fait d'être ce cygne, et pour autant, en fait, il est sûr qu'il est un canard. Et au final, les moutons noirs, c'est la même chose, c'est-à-dire que les personnes qui sont, comme tu dis, voilà, moutons noirs dans leur famille, qui sont rejetés pour certains aspects qu'ils vont avoir ou quoi que ce soit. Pourquoi on est rejeté en fait? C'est parce que on n'a pas encore nous-mêmes accepté cette. Alors, je veux parler de don ni de capacité parce que c'est pas, faut pas rentrer dans un mode égotique quel qu'il soit ni autre chose. Mais l'idée, c'est que on a des capacités qui sont différentes, voilà, de notre famille, et on a des choses à apporter supplémentaires parfois à ce que notre famille apporte ou notre entourage ou notre réseau. Donc, au final. Pourquoi on est rejeté? Parce que nous-mêmes, déjà, on a tellement voulu être reconnus par nos pères, donc que ça soit une famille ou d'autres personnes, qu'on a essayé de se comporter comme eux. Donc, pour se comporter comme eux, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est coupé de cette partie de nous qui nous fait notre différence. Cette partie de nous qui fait notre différence devient, au fur et à mesure, notre part d'ombre et devient quelqu'un qui est en colère, qui se sent mal, etc., etc. Mais en fait, on s'est coupé de ce qui fait notre authenticité, de ce qui fait notre unicité, de ce qui fait notre pouvoir au final. Et donc, les personnes, en fait, nous rejettent parce qu'elles voient qu'il y a quelque chose de plus, même si c'est inconscient, mais elles voient qu'il y a un petit truc en plus, mais elles ne savent pas l'expliquer, presque elles vont envier cette chose-là et plutôt que justement d'accepter l'entièreté de la personne qu'on est, comme ça on rentre pas dans les cases, ils préfèrent nous rejeter. Mais au final, c'est encore une fois un effet de miroir de notre propre rejet qu'on se fait à nous-mêmes parce qu'on a voulu appartenir à quelque chose qui n'est pas pour nous. Enfin, on pense que ce n'est pas pour nous. À tort en fait, comme le cygne. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que le fameux vilain petit canard cygne, au final, il voulait être un canard alors que c'était un cygne. Et au plus profond de lui, il admirait les cygnes et de fait, il en était un. Donc effectivement, parfois, on est littéralement dans une famille qui n'est pas bonne pour nous. Donc, il y a plein, en fait, il y a plein de cas où, en fait, c'est pas une condition sine qua non d'amour inconditionnel de sa famille. Il y a des familles, en fait, où il y a des traumas, où il y a des relations toxiques, etc. Et c'est bien de s'en défaire pour arrêter de souffrir, justement. Et là, pareil, ça fait partie de ce qu'on nous a enseigné depuis tout petit.
la famille, c'est de l'amour inconditionnel, c'est indestructible, etc. Pourquoi il y a autant d'enfants qui se sentent mal après en tant qu'adultes? Parce qu'ils n'ont pas forcément eu des parents aimants. Et du coup, ils pensent que c'est leur faute, alors que pas du tout, en fait. C'est simplement les circonstances de la vie qui ont fait que. Mais il n'y a aucune obligation de rester et de se chercher à appartenir à quelque chose, tout simplement parce que c'est notre famille de sang. Et comme on le sait, notamment justement dans le domaine de la magie, il y a la famille de sang, il y a la famille de cœur, la famille avec laquelle on est et la famille qu'on choisit. Et donc là, du coup, ça montre bien cette petite distinction que on recherche tout le temps à appartenir à un groupe, mais à un groupe qui va vibrer dans la même énergie que nous. Waouh, Alexandra. C'est un vaste programme que de travailler sur sa part d'ombre. C'est un énorme programme, effectivement. C'est quelque chose qui, comme on disait tout à l'heure, voilà, qui n'est pas forcément évident à faire parce qu'on a parfois des peurs, parce que on se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver, on se demande si on va pas être submergé par cette part d'ombre à un moment donné qui va prendre le pouvoir sur nous. Et donc tout ça fait que oui, au départ, si vous ne vous sentez pas, avec assez d'outils en fait pour pouvoir travailler avec votre propre part d'ombre, c'est là en fait que divers thérapeutes et accompagnants peuvent intervenir, parce que moi c'est un petit peu comme ça que je le présente dans mon accompagnement justement du féminin, ce que j'ai appelé le révèle ta déesse intérieure, et qui est justement un chemin initiatique métaphorique que je crée pour ces femmes en lien avec Avalon. Et en fait je leur dis, moi en fait je vais être là tout le long. C'est-à-dire que je vais marcher avec toi, je vais te tenir la main tout le long, et tu peux être assuré que tu n'as absolument rien qui va te faire du mal. Pourquoi? Parce que du coup, quand on va voir sa part d'ombre, on se dit, ça fait un petit moment que je l'ai enfermée comme ça, elle va certainement pas être joyeuse, elle va me sauter dessus et elle va me faire du mal en fait. Alors que pas du tout, elle ne peut pas nous faire du mal. Elle est nous-mêmes, en fait. Mais notre mental, en fait, se raconte cette histoire-là, et donc ça fait partie de nos peurs qu'on se construit. Si maintenant vous y allez avec quelqu'un qui connaît, en fait, ce cheminement-là, qui l'a fait lui-même ou elle-même, du coup, il comprend un petit peu tous les rouages, en fait, de ce qui se passe. Il va être capable, en fait, de créer un espace de sécurité pour vous, comme un espace de magie, en fait, un cercle de protection, comme on peut faire quand on fait des incantations, etc. On crée un espace, un cocon de protection, dire non, on va aller la rencontrer, on va lui laisser le temps, un petit peu comme apprivoiser un animal sauvage, en fait. Dépendamment, il va être plus ou moins sauvage, dépendamment les personnes, mais à un moment donné, en fait, il n'y aura pas le choix que de se réconcilier avec vous, parce que vous avez besoin d'elle comme elle a besoin de vous, en fait. C'est simplement, en fait, une espèce d'amour impossible au départ, voilà, qui s'est créé, mais c'est un amour qui est possible, en fait. C'est simplement d'arriver à comprendre l'un comme l'autre, de se dire, non, tu n'auras pas de pouvoir sur moi et je n'aurai pas non plus de pouvoir sur toi. Et là, il faut se rendre compte que quand on met de côté sa part d'ombre, on a appliqué et imposé sur elle notre pouvoir, notre propre décision, ce qui est juste ou pas de faire. Et donc, plutôt que d'arriver à un consensus général, en fait. Et là, l'objectif, c'est justement d'arriver à cette réconciliation pour avoir le consensus général des deux parts. Et donc, un petit peu l'histoire tout le monde doit probablement la connaître, cette histoire de tradition amérindienne du loup noir et du loup blanc, en fait. Malheureusement, dans beaucoup de posts Facebook, ça s'arrête juste à celui qui survit, c'est celui que tu nourris. Et en fait, quand on lit l'intégralité de la légende amérindienne du loup noir et du loup blanc, dit si tu les nourris tous les deux correctement, les deux vivront. En fait. Et c'est exactement l'objectif d'accomplir, en fait, avec notre part d'ombre, cette réconciliation-là, et de prendre, en fait, les cadeaux qu'elle a à nous donner, mais sans penser qu'elle n'est que cette violence, cette cruauté, etc. Non, ça, c'est sa réaction. Mais dans le fond du fond, elle n'est pas comme ça. De la même manière que quand vous êtes une très bonne personne, etc., quelque chose vous énerve, vous mettez en colère, fort heureusement, vous n'êtes pas cette harpie qui d'un coup, en fait, va tuer tout le monde. Pas du tout. C'est une réaction. Et donc, littéralement, dans le mot réaction, c'est
action. J'agis une deuxième fois, en fait. Donc, j'agis par rapport à une situation. Là, l'idée maintenant est de ne pas être dans la réaction, mais dans l'action juste, c'est-à-dire que fort de toutes mes forces, de mes facettes d'ombre et de mes facettes de lumière, toutes combinées ensemble, je vais agir de cet espace réaligné, en fait. C'est extraordinaire. Pour résumer, vraiment, en fait, à partir du moment où il y a une réaction à quelque chose, à une émotion, c'est que derrière, il y a cette part d'ombre qui se révèle. C'est comme ça qu'on pourrait effectivement comprendre et analyser quelles sont nos parts d'ombre, en fait. C'est ça, c'est-à-dire de ne pas rester sur l'image que la part d'ombre, c'est que cette partie qui réagit. Ça, c'est juste sa manière de se faire entendre à un moment donné où, en fait, moi, j'explique ça souvent comme ça, c'est-à-dire, imaginez, en fait, que dans cette prison dans laquelle on l'a mis, quand il y a une émotion vraiment intense qui vient vous toucher, en fait, ça crée comme une espèce de faille dans cette prison. Et ça lui laisse l'opportunité de pouvoir communiquer avec vous. Alors, certes, ça va communiquer de cette manière un petit peu malsaine-là, mais à la base, en fait, c'est pas juste parce qu'elle n'a pas été écoutée depuis un bon moment, en fait. Donc, au bout d'un moment, à force de pas être entendue, on rentre dans des excès, en fait. Et donc, c'est la même chose hein, quand on est dans une pensée purement dans le mental, purement dans le conscient, et ces brefs moments d'intuition qui se faufilent. Il faut voir, en fait, la pardon dans le même fonctionnement. C'est qu'elle va utiliser ces moments de fragilisation que vont créer des émotions intenses pour vous faire passer un message. Alors, il passe un petit peu à l'arrache parce que du coup, il n'est pas forcément exactement le message qu'elle voudrait vous donner de base, mais c'est un message qui est surdimensionné pour vous montrer à quel point, là, notamment dans le cas d'une colère, par exemple, là, il y a une limite qui a été dépassée. Si c'est de la tristesse, là, c'est pareil. Il y a quelque chose qui me blesse profondément, en fait. Donc, c'est d'aller voir après, au fur et à mesure, mais ça sera dans notre prochain épisode. On travaillera ça pour travailler sur comment on va chercher ses blessures, ses besoins, ses croyances. Mais en tout cas, c'est un peu l'idée. Alors, c'est très intéressant parce qu'en plus, dans ton plan, tu expliques aussi pourquoi on fait ça dans le cheminement, notamment d'Avalon. Oui, parce que du coup, tout le cheminement en fait d'Avalon, encore une fois, c'est le cheminement que moi j'ai choisi, que beaucoup de personnes vont choisir, etc. Il y a plein d'autres manières de le faire, mais du coup, en fait, Avalon, au final, qu'est-ce que c'est encore une fois? C'est ce sanctuaire de magie, ce sanctuaire du féminin sacré, cette partie, cette île en fait mythologique, mystique, qui nous permet de redevenir pleine et entière. Et donc, du coup, oui, ça fait partie du cheminement parce que pour être pleine et entière, il ne faut pas être coupé d'une part de soi. Donc, pas être coupé de sa part d'ombre, il ne faut pas être coupé aussi parfois de certains... ça existe en fait des personnes qui ont ce qu'on appelle des bouts d'âme, en fait, dont ils se sont divisés parce qu'il y a eu un choc tellement terrible qu'ils ont divisé une partie de leur âme en plus. Donc, le cheminement d'Avalon, en fait, permet de rencontrer en fait toutes ces facettes et de savoir en fait utiliser et travailler avec ces facettes. Parce que du coup, on a besoin d'avoir toute cette connaissance-là, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir agir de cet espace équilibré, harmonisé en fait. Donc oui, c'est pas un cheminement facile, hein, pas du tout. Là, c'est purement de la théorie, mais dans mon vécu, je sais que c'est des choses qu'on va travailler tout au long de notre vie, en fait, parce que l'étape de la rencontre, elle va se faire relativement assez rapidement. Et après, au fur et à mesure, dépendamment là où on en est dans son propre cheminement, dans sa propre vie, la phase d'acceptation va être plus ou moins longue. Parce que il y a le fait de rencontrer sa part d'ombre, oui, et après c'est d'accepter que c'est vraiment nous, en fait, d'accepter que c'est vraiment une part de nous. Et ensuite, on passe dans la phase de la réconciliation. Mais même, en fait, une fois qu'on a fait tout le chemin de réconciliation, il y a aussi parfois la phase de pardon. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment et pourtant, ça fait presque 20 ans que j'ai fait ce travail de rencontre avec ma part d'ombre. Comme quoi, on travaille toujours un petit peu. Et après, comme je disais, comme c'est une alerte, en fait, elle nous montre là où il y a des limites dépassées, où il y a des choses qui ne sont pas entendues. Forcément, on va travailler avec elle toute notre vie. Mais cette étape, ces étapes de rencontre, acceptation, réconciliation et pardon. Pardon, pourquoi? Parce que du coup, dépendamment de ce que vous trouvez dans votre part d'ombre, vous avez pu la mettre de côté parce qu'à un moment donné, vous avez agi
de ce que vous allez considérer pour vous-même comme mal. Que ce soit dans cette vie-ci ou que ce soit dans une vie antérieure, peu importe. Donc du coup, c'est une chose d'accepter que c'est un fait, etc., de se réconcilier avec elle, voilà, pour récupérer le pouvoir que vous avez mis de côté, mais d'accepter de lui offrir ce pardon et de par le fait de vous l'offrir à vous-même. Ça aussi, ça peut être une étape qui est longue à faire. Donc oui, c'est un cheminement qui va durer toute notre vie, mais qui, dans cette thématique justement d'Avalon, l'objectif est de redevenir souveraine de sa vie pour ramener après sa contribution au monde. C'est un petit peu l'étape obligée, effectivement. Comme je dis, c'est un cheminement initiatique de parcours spirituel. Donc là, ça se fait pour Avalon. Donc on va travailler avec justement les divinités plus de transformation. Donc on va travailler avec Morrigan, on va travailler avec Keridwen, toutes ces déesses en fait. On va travailler avec Ariane Rod également aussi, donc la tisseuse du karma. Donc on va travailler sur des choses qui effectivement peuvent paraître lourdes, peuvent paraître compliquées, etc., mais qui sont un passage nécessaire en fait pour retrouver cette complétude de qui on est, de la femme que l'on est, de l'homme que l'on est. Bien évidemment, c'est pas uniquement réservé aux femmes, mais voilà, c'est cette idée de retrouver et de réabsorber en soi toutes ces facettes et qu'elles prennent tous la même place. Donc il n'y ait pas de toi tu as plus d'autorité que toi. Non, tout le monde a la même et une égalité d'autorité. En fait, on a besoin de toutes ces facettes. La nature elle-même est ombre et lumière. Donc, on a besoin en fait de reconnaître que c'est OK d'avoir cette part d'ombre, mais que cette part d'ombre peut être totalement canalisée dans son énergie pour des objectifs lumineux. C'est pas parce que vous vous réconciliez avec votre part d'ombre que vous devenez quelqu'un qui est psychopathe. Encore une fois. Tu imagines? Alors, ça fait vachement sens ce que tu expliques parce que moi je vois autour de moi il y a aussi pas mal de praticiens dans ce milieu qui disent travailler sur leur part d'ombre, mais en fait ce qu'ils pratiquent sans vraiment creuser, tu vois, à la source de ces parts d'ombre, et qui pratiquent inconsciemment en faisant des choses peut-être même complètement dingues et ne se rendant pas compte en fin de compte qu'il faut d'abord faire ce travail sur soi. Oui, parce que du coup, c'est pas un travail qui est facile, ouais. et que ça nous oblige à voir des facettes de nous dont on n'est pas très fier. Et il faut aussi le reconnaître. Hein. Donc c'est pas quelque chose qu'on a forcément envie un matin. On se dit tiens, je vais aller voir tous mes défauts, ça va être sympa. Non, c'est sûr que c'est pas le truc sympa qu'on a envie de faire. Mais de fait, tu as raison. Alors ça vaut pour tous les types de pratiques. Hein. Moi, j'en vois énormément qui effleurent en fait la surface d'une pratique parce que c'est magique, parce que c'est sympa, parce que tout ça, mais qui ne font pas le travail en profondeur parce qu'ils n'ont pas compris les objectifs. C'est que pour moi, pourquoi des personnes restent dans l'effleurage de certaines choses, c'est parce que ils cherchent une échappatoire. Et c'est pas la même chose en fait d'avoir une pratique magique pour avoir une échappatoire d'une réalité qui peut ne pas être très agréable, etc. Et de choisir un cheminement de spiritualité et de magie, de pratique magique, etc. Pour s'améliorer, pour devenir la meilleure version de soi-même, la version qu'on est vraiment venu et qu'on a été créé et on est né dans ce monde-là à cet instant présent pour apporter ça. On est né pour être cette personne-là. Donc, on est né pour faire ce travail de différentes blessures, etc. Et pas de rester, en fait, dans une matrice édulcorée. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, c'est à mon avis, la distinction des personnes qui veulent juste un peu d'échappatoire, juste un peu d'imaginaire, de repos, et ça se comprend. C'est pas quelque chose, encore une fois, c'est pas un jugement et c'est pas du tout négatif. On n'est pas tous au même endroit, au même moment, mais à un moment donné, si on veut vraiment que cette pratique devienne part de nous, parce que quand on pratique la magie, quand on pratique n'importe quelle pratique spirituelle, moi personnellement, comme je le dis à chaque fois, je ne peux pas dire que je travaille en fait. Quand je suis thérapeute, je suis formatrice, etc. Je dis jamais que c'est mon travail. C'est ma vie.
c'est comme ça que je suis, c'est mon mode de vie en fait. C'est-à-dire que ce que j'enseigne, c'est exactement ce que je fais pour moi. Quand je prépare des tisanes, etc., je les prépare pour moi aussi. Quand je fais des rituels pour des cercles de femmes, je les fais pour moi aussi, etc. Donc ça devient un mode de vie. Et je pense que peut-être la distinction des personnes qui vont dans la profondeur versus celles qui effleurent, c'est un choix de mode de vie versus des personnes qui veulent juste une petite échappatoire. Ouais, c'est très profond. Mais je comprends. Effectivement, c'est aussi très, très important de le dire, de ne pas être dans le jugement de l'autre aussi. Parce qu'on n'est pas au même niveau. Pas au même niveau dans le sens, il y en a qui sont plus forts que d'autres, pas du tout. Hein. C'est simplement qu'on n'en est pas arrivé au même point de compréhension. On n'en est pas arrivé à la même reconnaissance de nos émotions, de nos blessures, etc. Et chacun a besoin d'un temps différent pour le faire. Donc, effectivement, c'est pas une question de « Ah oui, moi, je suis plus éveillée que toi ». Pas du tout. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'ego spirituel. Pareil, on balance ça. Oui, mais ceux qui disent être toujours dans la lumière, c'est compliqué aussi. Hein. C'est clair. C'est surtout que ça va à l'encontre même. Des gens qui sont dans la spiritualité, dans la nature, etc. et qui disent « Moi, je suis toujours dans la lumière », c'est nier complètement le fonctionnement de la nature elle-même. Donc, quelqu'un qui se veut dire « Ah oui, moi, je travaille avec les énergies de la nature, etc. mais je suis que dans la lumière. » Oui, en fait, tu n'as pas compris que la nature, regarde un guépard bouffer une girafe, tu vas voir, c'est pas super lumineux comme truc. Hein. C'est vrai. Regarde une tornade, regarde un raz-de-marée, ça n'apporte pas de lumière, ça apporte un nettoyage. Après, on peut voir la lumière dans la destruction. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est de voir que un acte qui peut être jugé comme violent, comme méchant ou quoi que ce soit, qu'on peut donner ces jugements de mauvais, au final, c'est ce qu'on appelle toujours le fameux cadeau mal emballé. Hein. C'est le cadeau qu'il y a dans l'adversité, au final. Qu'est-ce que ça apporte, au final, à un raz-de-marée, une tempête, etc. Ça remet les choses à zéro. Alors oui, on a tout perdu. Oui, on a pu avoir perdu des proches, etc. Oui, il y a une part de deuil à devoir faire. C'est essentiel. Mais au bout de X temps, on va se rendre compte du cadeau que ça a été parce que c'était nécessaire qu'on fasse ce nettoyage. Et parfois, l'humain est un petit peu têtu. Donc, la nature ou l'univers, ou peu importe comment on veut le nommer, nous donne un bon coup de pied pour dire « Bon, là, c'est bon, ça suffit, arrête tes conneries. Il faut tout nettoyer, il faut tout recommencer, on repart à zéro. » Et donc, ce n'est pas des choses que nous, en tant qu'humains, en tant qu'êtres limités, on aime parce que du coup, l'univers, lui, était limité. Donc, pour lui, c'est comme tellement évident. Mais pour nous, qui savons qu'on a une durée limitée de vie sur cette terre, de fait, c'est pas toujours fun de se dire « Mon Dieu, j'ai fait tout ça pendant X années et on va tout me détruire. » Oui, ça fait partie des changements. Il n'y a rien qui est pérenne, en fait, dans la vie. Tout doit être changement. La nature elle-même, chaque année, perd ses feuilles, meurt l'hiver et renaît au printemps. Donc, cycle naturel. Donc, dans la vie, recommencer aussi à zéro certaines choses fait partie de l'évolution de l'être. Dépendamment, oui, ou ce qu'on a fait de notre vie, le chemin qu'on a choisi de prendre. Si ce chemin, en fait, est une voie sans issue, il va falloir ouvrir un autre chemin. Donc, il y a plusieurs façons pour ça. Soit on part à rebrousse chemin, soit on ouvre une autre voie qui n'est pas très empruntée, soit définitivement on détruit tout ce qui a été construit parce que construit pour des mauvaises raisons. Et encore une fois, c'est pas un jugement qui nous dévalue, c'est simplement que à un instant T, on a fait ce qu'on avait pu, on a fait ce qu'on a pu avec toutes les informations qu'on avait à ce moment-là. Quand on se place après, a posteriori, forcément, on se dit « Ah putain, mais si j'avais su !» Oui, mais non, tu savais pas. Donc, ça sert à rien de se le dire. Tu savais pas. Mais par contre, ces étapes de nettoyage, les petites morts, comme on appelle ça, et on en vit déjà annuellement, de base. Il y en a qui vivent des gros changements de vie. Moi, personnellement, je suis passée de quelqu'un qui était parti pour faire une carrière de chercheur dans le domaine de la neuroscience. J'ai pris un virage à 180 littéralement. À un moment donné, il y a eu un truc qui a fait snap dans ma tête. J'ai dit non, mais c'est bon, c'est pas pour moi, c'est pas ce monde-là dans lequel je veux être en fait. Et donc oui, j'étais partie vivre d'ailleurs, la première fois je suis partie à Toronto pour faire mon doctorat qui n'a pas fonctionné. Donc
j'ai relancé un deuxième doctorat à Montréal. J'ai passé 5 ans à Montréal pour mon doctorat avec des obstacles de fou dans mon doctorat. Donc, la fille qui veut vraiment pas comprendre. Hein, donc, l'univers a été sympa. Il mettait plein de trucs comme ça pour me dire, c'est pas par là, c'est pas par là, c'est pas par là. Et je continuais dans ma voie quand même jusqu'au moment où, il y a une accumulation, en fait, de, entre guillemets, signes qui fait que, ouais, non, là, c'est bon, j'ai compris, c'est pas par là. Et c'est cette voie-là qu'il faut que j'emprunte maintenant. Donc, encore une fois, c'est une destruction de quelque chose qu'on a passé des années à construire. C'est souffrant, c'est douloureux, c'est un deuil. De la même manière que quand on perd un être cher, c'est un deuil tout autant quand un projet s'écroule, quand une maison qu'on a construite s'écroule ou qu'on doit la vendre, etc. Oui, c'est extrêmement souffrant. Et sur le moment, on va peut-être pas forcément voir le cadeau, mais on le verra à un moment donné parce que c'était une étape nécessaire pour pouvoir continuer à avancer, puisque j'avais écouté, je crois que c'était Franck Lobvet qui avait dit ça dans une conférence. Il disait l'immobilisme, c'est la mort, en fait. Et ça m'avait frappé comme dans la force, en fait, de cette phrase-là. Mais de fait, quand ça ne bouge plus, ça ne peut plus évoluer, ça ne peut plus grandir, il n'y a plus rien, en fait, qui se passe. Et donc, c'est littéralement un état de mort, puisque la vie est une constante évolution. Donc, si on reste immobile, si on n'accepte pas de changer parfois, au bout d'un moment, ça va nous mener à notre perte. Et certains, c'est ce qui se passe. Je vois. En résumé, rencontrer sa part d'ombre, c'est aussi faire corps avec lui. Et ça nous permet vraiment une profonde transformation, autant dans notre vie que dans notre être, en fait. Tu es là. Exactement. C'est un petit peu la déesse, justement, Morrigan, moi, qui est ma déesse patronne, avec qui je travaille énormément. Et en fait, elle, c'est une divinité qui est très mal perçue, très mal connue. Et pour autant, on parle justement que c'est la déesse de la transformation, de mort, renaissance, etc. Donc, à chaque fois, quand il n'y a aucune divinité dans les panthéons qui sont vraiment des divinités de mort pure, c'est toujours la mort dans une idée de transformation. Dans le tarot, c'est pareil. La carte de la mort ne veut pas dire que vous allez mourir. La carte de la mort dit qu'il y a un changement drastique qui va se faire. Donc, ce genre de choses-là, en fait, d'avoir cette compréhension de la mort transformatrice, même justement un petit aparté série, parce que du coup j'ai regardé Agatha Holloway, série Agatha Holloway. Tu as vu la fin? Tu as vu la fin? Ah oui. Ouais, c'est assez dingue la fin. Donc sans spoiler rien pour personne, ouais. Mais l'idée qui est donnée dedans, c'est que la mort est nourricière. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que dans nos sociétés occidentales, on n'accepte pas, en fait. Pour nous, la mort, c'est la fin, c'est horrible, etc. Non, la mort peut aussi amener la vie, au final. Donc c'est quelque chose, qui, je pense, fait partie de nos croyances à recréer, en fait, de sortir cette fausse croyance de la mort, c'est horrible. Oui, c'est pas agréable, parce qu'il y a cette idée de l'attachement qu'on a sur des personnes ou sur des objets ou quoi que ce soit qui vont faire qu'on va se sentir seul sans ça. Mais au final, c'est une fois que ce passage de deuil fait, on se rend compte à quel point c'est venu nourrir d'autres espaces, c'est venu libérer d'autres espaces. Et donc, cette idée-là, en fait, je trouve, permettre de voir la mort de manière beaucoup plus positive, en un certain sens. Dans certaines cultures, c'est le cas d'ailleurs, mais en Occident, on a un peu plus de mal avec ça. C'est compliqué. Alors, il est 11h47, on va pas tarder à terminer. J'ai vu par rapport à ton plan que tu voulais aussi également nous parler d'une méditation particulière autour de ce sujet. Et oui, puisque du coup, sur Radio Fantasia, de toute façon, pour le 15 novembre, pour la pleine lune, on a choisi justement la méditation de la pardon. Oui. Donc, c'est une de mes premières méditations que j'ai réalisées, justement, avec Morrigan, d'ailleurs, et que du coup, vous pouvez déjà écouter en amont, si vous n'êtes pas là le 15 novembre, sur YouTube ou sur mon site internet. Mais en tout cas, elle sera diffusée en direct, avec, je crois, nos commentaires, si je ne me trompe pas, ma chère. Tout à fait. On va se connecter à cette émission avec Alexandra. On sera là avant le passage de la méditation et après le passage de la méditation pour cette pleine lune. Tout à fait.
Donc voilà. Donc du coup, c'est un bon pour moi. Voilà, ça, j'ai fait exprès de la mettre juste après notre chronique aujourd'hui pour donner un petit peu exercice pratique, petite méditation guidée pour aller à la rencontre de sa pardon. Ah, au passage, il y a Steph Donat qui est parmi nous. On lui fait plein de gros bisous sur le chat. Et je vois, les enchanteurs sur le chat sont hyper sages. Ça papote peu. Ils t'écoutent tous. Hein. C'est juste merveilleux. Enfin, je me dis, waouh, je pense que le sujet est très happant et ce qui est logique. Alors, donc, tu as prévu aussi, de ce que j'ai compris, donc tu vas faire un programme Révèle ta déesse intérieure qui est prévu. Oui, c'est celui que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est un programme qui est déjà en place, un programme qui est individuel. Alors, en présentiel, hein, malheureusement, pour les enchanteurs qui sont un peu loin du sud de la France. Mais c'est un programme voilà, que j'ai fait, comme je disais tout à l'heure, c'est un cheminement initiatique qui permet d'aller à la rencontre de sa part d'ombre, de se réconcilier avec, de récupérer toutes ces différentes facettes. Donc, il y a à la fois un cheminement initiatique en lien avec Avalon, en fait, avec des différentes étapes qu'on peut vivre à Avalon et donc des éléments en fait pareil de initiatique sur le côté féminin sacré, donc les bases du féminin sacré, les archétypes du féminin, etc. Donc un programme que j'aime beaucoup faire parce que du coup c'est un programme qui est en individuel et qui au lieu d'être simplement des séances classiques de soins énergétiques et autres, j'y combine le côté rituel. Donc ce sont des séances qui durent 3 heures et non pas 1h30 ou 2 heures pour avoir un rituel personnalisé. Donc vraiment de vous offrir cette capacité d'avoir ce cheminement initiatique, un peu comme un cercle de femmes qui serait vécu rien que pour soi, en fait. Donc, de créer ces espaces-là. D'accord. Alors, est-ce que tu peux rappeler ton site internet et un mail si jamais les auditeurs veulent te joindre? Alors, mon site internet, c'est donc Alexandra Gallo, GA2LO, donc .com. Et du coup, vous pouvez directement me contacter sur mon site. Il y a un appel découverte gratuit. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon agenda connecté. Et du coup, c'est pareil, dans la version contact, vous avez mon mail, etc. aussi, donc qui est contact.alexandragallo@gmail.com. Donc voilà, je suis totalement à l'écoute pour pouvoir partager et vous expliquer un peu ce programme si vous êtes intéressé. Merveilleux. Un grand merci à toi, ma très chère Alexandra, pour cette merveilleuse chronique. Une chronique que vous appréciez toutes et tous, hein, parce que je peux vous dire, j'ai vu les chiffres des replays, et on a vraiment la sensation que ce sujet vous porte au cœur. Donc, c'est que du bonheur d'avoir Alexandra chaque premier dimanche du mois. Donc, écoute, on va te laisser. Alors, soit si tu veux rester, il n'y a pas de souci. Mais on va donc passer au tirage au sort avant de finir l'émission. Et je te remercie encore une fois pour cette jolie rubrique autour de la magie d'Avalon. Et comme je vous ai dit, les enchanteurs, ce n'est qu'un début autour de la magie d'Avalon. On a déjà fait 3 épisodes autour de ce sujet. C'est une initiation qu'Alexandra nous propose chaque premier dimanche du mois. Donc ne ratez pas ce joli rendez-vous. Oh, merci ma chère Aïna, ça me fait bien plaisir en tout cas. Et puis au mois prochain pour la suite des aventures. Et oui! Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Alors, mes très chers enchanteurs, comme je vous l'ai dit en tout début d'émission, les disciples antasiens ont trouvé leur gagnante pour le joli cadeau que Lunaya a créé spécialement pour l'occasion. Donc, on a une gagnante qui a proposé un nom pour la plante magique du royaume. Donc, on va passer le résultat, ok. Ensuite, une petite musique et on va revenir à l'antenne. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire le tirage au sort pour faire gagner à un enchanteur ou une enchanteresse le cadeau du mois sur Radio Antasia. Donc écoutez bien la gagnante donc du résultat du concours de fleurs des disciples antasiens et on se retrouve juste après. Gros bisous Alexandra. Ah, Alexandra est partie. Donc à tout à l'heure les amis. Bonjour à tous. Ça y est, le concours pour donner un nom à la plante Rosetta des disciples antasiens à Antasia est fini et le choix a été fait. Ça a été compliqué de vous départager. Nous avons eu 4 participantes. Et oui, que des femmes, si on ne se trompe pas derrière certains pseudos. Marinette, Julia, Althea et Mimi. Isilion n'a pas participé cette fois-ci. Je suis Bodor qu'il est toujours gêné d'avoir gagné la baguette d'Amélis et qu'il a eu peur de gagner la boîte de Lunaya. Cependant, comme je suis la louve gardienne, je suis bien informée. J'ai ouï dire qu'il avait prêté main forte
Évidemment, il fallait qu'il s'en mêle, surtout s'il souhaite travailler avec cette fleur pour ses huiles. Bref, nous avons donc eu 4 propositions. L'hysope des forêts antasiennes par Marinette, le doux rêve amer de la rose d'or par Julien, Luminescence liminalis antasienne par Althea, et enfin Bloom des Licht par Mimi. Je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça. Que des noms qui font rêver et qui se prêtent bien à notre royaume, ça a donc été difficile de faire un choix. Cependant, nous avons beaucoup aimé la description qui accompagnait l'une des propositions. Sur ces 4 propositions, 2 personnes nous ont fait un descriptif étymologique du nom. Nous avons trouvé ça super intéressant et enrichissant. Je ne vais pas vous lire les 2 descriptions pour éviter de trop encombrer les ondes d'Antasia et pour arrêter de faire durer le suspense. Je vais vous lire la description du nom qui a été retenu. La luminescence liminalis antasienne, que l'on peut abréger en luminescence liminalis, bien que la mention de l'origine géographique soit importante. Ces pétales semblent faits de lumière pure, d'où la luminescence, et elle est liée d'une certaine façon au rêve, d'où le mélange avec songe. Et comme elle semble être un lien entre les mondes, une espèce de frontière, et que la très jolie image fournie m'a un peu fait penser à une fleur de lys, j'ai pensé à une liminalis, le mélange entre liminal et lys. Et puis antasienne parce que on trouve l'origine géographique d'une plante dans tout livre qui se respecte, voyons. Vous m'aurez compris, de la marraine de cette plante, prions pour que ce soit bien une femme et non un homme derrière ce pseudo et que je ne me ridiculise pas, est Althea. Félicitations. Je t'invite à te rapprocher de Lunaya en lui écrivant directement à lunaya@radioantasia.fr pour que tu puisses recevoir la jolie boîte. Marinette, Julia et Mimi, un grand merci pour votre participation. Je vous invite aussi à vous rapprocher de Lunaya en privé parce qu'en fait, elle a prévu des petites choses pour vous. Bon dimanche à tous! Et oui les amis, Mystère et Magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi. Il est 11h59 et je viens de procéder bien évidemment au tirage au sort. Donc je vais appeler un enchanteur ou une enchanteresse là en direct à la radio. Alors attention, je vais composer le numéro de téléphone. Donc l'enchanteur ou l'enchanteresse qui va donc répondre au bout du fil. Dès que je te dis qui ai-je au bout du fil et que tu me réponds je suis un enchanteur, eh bien tu gagnes le cadeau. Que c'est merveilleux. Alors restez bien connectés les amis, près de votre téléphone portable. Attention, c'est parti. Alors est-ce que vous entendez? Oui. J'ai un retour dans... Qui c'est? Mais qui c'est? Bonjour. Allô. Bonjour. Je suis un enchanteur. Waouh, mais tu n'as pas attendu 5 secondes. Hein. Alors j'ai au bout du fil un enchanteur, mais j'ai notamment Sylvain au téléphone. Coucou Sylvain. Bonjour à tous les enchanteurs, et puis merci beaucoup, quoi. Ah, tu es content? Ah oui, totalement. Alors je veux te dire que j'ai eu beaucoup de monde qui a participé. J'ai même Roxane. Donc Roxane, oui, c'est bien le bon mail. Donc j'ai eu du monde, j'ai eu Abby, j'ai eu Roxane, j'ai eu beaucoup de monde. Donc vraiment merci à vous tous pour la participation. Donc je vais transmettre tes coordonnées à Aliénor pour pouvoir recevoir ce merveilleux pack. Je voulais aussi te remercier pour le message que tu as mis dans ton mail parce que j'ai aussi été très touchée du commentaire que tu as fait. Donc je suis vraiment heureuse que ce cadeau te plaise et ça va t'apporter beaucoup de choses dans ta pratique de ce que je comprends. Voilà, merci beaucoup, quoi. Donc c'est ce que je vous disais, qu'on soit de la team, de la chouette équipe ou enchanteur en tant qu'auditeur, tout le monde peut participer au cadeau qu'on propose sur Radio Antasia. Donc il ne faut pas hésiter à participer et même si vous avez déjà gagné, c'est pas grave en fait. C'est un tirage au sort qu'on fait, donc c'est le hasard ou même le destin comme on dit qui vous font gagner ces cadeaux. Alors comment ça va Sylvain? Sinon ça se passe bien. Ouais. Content de ton Samhain? Ah oui, content, oui. Très content, oui. Ça fait trop plaisir en tout cas de t'entendre à l'antenne en direct, tu te rends compte? C'est merveilleux. Oui.
Mais écoute, on va te faire plein de gros bisous, Sylvain. On te recontacte. Je vous embrasse tous aussi, quoi. On te recontacte très vite pour avoir le cadeau. Et tu n'hésiteras pas à nous donner des informations, savoir comment tu as ressenti les Pâques. C'est important d'avoir des retours des enchanteurs qui gagnent les cadeaux pour savoir si effectivement ça leur parle et s'ils sont contents de toutes ces jolies choses qu'on leur offre. Je t'embrasse bien fort, mon très cher Sylvain. Ah oui, et il n'y a aucun problème pour le retour, quoi. C'est gentil à toi. Je t'embrasse bien fort, je te dis à très vite. Oui, à très vite, et puis bon dimanche à tous les enchanteurs, quoi. Joyeux dimanche à toi. Ciao. Merci. Voilà. Ça a coupé. Oui, c'est le live, les amis. Donc, je suis super contente parce que voilà, c'est Sylvain qui a gagné le merveilleux pack de Mystic Moon. Donc, voilà, comme je vous disais, il suffit de jouer et quand vous jouez, vous pouvez gagner. Et oui, c'est le but. C'est le but, les amis. Alors, on va se laisser, c'est la fin de l'émission. On n'oublie pas ce soir, entre 20h et 21h, il y a la croisière folk d'Eric Cooper. Et ce soir, on ouvre les portes. Et oui, en tant que premier dimanche du mois, entre 21h et 23h, on ouvre les portes avec Faut qu'on en parle. Donc, on va découvrir aussi une jolie thématique ce soir avec Faut qu'on en parle. Donc, à ne pas rater, mes très chers enchanteurs. Cette émission, vous l'avez ratée au début, quand elle a été en live. Pas de souci. Vous savez qu'elle est en rediffusion, cet après-midi entre 16h et 18h. Donc, on vous embrasse toutes et tous très fort. On n'oublie pas samedi soir, on va avoir l'immense bonheur en tant que deuxième samedi du mois, de retrouver, et oui, et pas des moindres, Mimi Mireille et Isilionne pour nous parler donc du voyage au cœur du tarot, mais d'une autre manière. On va vraiment plonger dans certaines lames mineures, mais je vous en dis pas plus, ce n'est que du bonheur et des jolies surprises en perspective. Et si jamais vous avez raté l'émission d'hier soir avec Steph Donat au passage à qui on fait plein de gros bisous et Vinciane, cette émission est en rediffusion mercredi, jeudi et vendredi soir de la semaine qui arrive entre 21h et 23h, mes très chers enchanteurs. Je vous embrasse toutes et tous très fort et à très bientôt. Et que la magie vous accompagne toujours. C'était le réveil des enchanteurs chaque dimanche matin entre 10h et midi sur Radio Antasia.